Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais me présenter parce que c'est peut-être pas très évident. Donc, je suis Nina Mention. Je suis actuellement, jusqu'à ce soir en tout cas, vice-présidente des doctorants de la HA. Et je suis ici aujourd'hui parce que donc j'ai co-organisé avec un petit comité de doctorants cet après-midi consacré aux doctorants et aux post-doctorants. Et je voudrais prendre quelques minutes pour expliquer un tout petit peu comment on a pensé cet événement, comment on l'a construit ensemble. Alors il y a quelques mois, lors de la préfiguration de ces rencontres, on a donné une carte blanche aux doctorants, donc par mon intermédiaire. Mais l'idée, c'était de penser un événement un peu nouveau, un peu différent à destination des doctorants. Et donc, il était évident que j'allais pas réfléchir à ça toute seule. Donc, j'ai assez rapidement constitué un petit comité de doctorants qui sont ici présents. Je vais les présenter parce que je leur rends hommage. Donc, Camille Bidot, qui est ici, Églantine Pasquier, Stéphanie Bouisménage et Nicolas Bizançon, mais qui n'est pas à nos côtés aujourd'hui. Et je tiens à les remercier de ce temps qu'on a partagé et de leur investissement. Et je profite aussi de ce moment pour remercier le bureau de la HA de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cet événement. Et aussi à Guy Lambert et à Émilie Dorgex de m'avoir accompagné dans la construction de ce temps. Alors, l'idée de cette session, certainement que vous en aviez déjà conscience en lisant le programme, mais c'était de ne pas reproduire ce qui existe déjà dans la programmation à destination des jeunes chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, de ne pas concurrencer les journées doctorales, les journées d'études qui sont déjà nombreuses et qui remplissent déjà très bien ces fonctions. Donc, on a essayé de penser un événement un petit peu moins formel, mais non moins scientifique. Et il s'est agi notamment l'idée c'était de donner à voir la recherche doctorale en cours dans un esprit convivial et bienveillant. Et pour ce faire, on a pensé un programme donc en 2 temps. Donc la première session qui va commencer d'ici quelques instants, qui s'intitule Panorama. Elle a donc pour ambition de présenter assez globalement la recherche doctorale, de la faire connaître et aussi de témoigner de sa diversité, puisque donc vous verrez qu'au travers des 12 présentations que vous aurez cet après-midi, il y a des périodes très différentes qui sont représentées, des approches disciplinaires, des rattachements, des rattachements institutionnels, écoles, universités, des provenances géographiques, toute une diversité qui témoigne de la diversité de la recherche en histoire de l'architecture au niveau doctoral. Alors cette première partie, donc on a intitulé Panorama, vous aviez compris, elle privilégie une approche visuelle et pour ça on avait donné une consigne qui était 10 visuels en 10 minutes. Donc on va voir comment ça fonctionne. Et la seconde session, donc qui aura lieu un petit peu plus tard, elle donne la parole à des doctorants et des post-doctorants qui ont vécu un moment de déclic ou d'épiphanie au cours duquel ils sont venus à reconsidérer leurs recherches grâce à de nouvelles sources, à des contacts pris avec des chercheurs, à des discussions avec certains de leurs collègues, et donc à reconsidérer leurs travaux sous un nouveau jour. Et donc cette session, elle s'intitule Déclic. Et elle aura lieu normalement à 16h30. Et pour terminer, donc ces 2 sessions sont modérées par 2 membres de nos comités. Donc Stéphanie Bouisménage qui va modérer le panorama, et ensuite Églantine Pasquier à mes côtés qui modérera la session Déclic. Et voilà, je passe la parole à Stéphanie qui va nous présenter donc à chaque fois les doctorants. Et on va commencer juste après avec la première présentation par Nouria. Donc je vous propose que l'on commence la première partie de cette session. Ce que l'on pourrait ajouter en préambule, c'est que la première partie de Panorama va balayer plusieurs siècles, puisqu'on va commencer avec le XIVe et XVe siècle et puis terminer avec le XVIIIe. Alors j'invite Nouria Laorga Fernandez à me rejoindre. Donc elle est doctorante sous la direction de Philippe Pagneux. Première année de thèse, dont le titre est Jean de Montaigu et l'architecture médiévale de la seigneurie de Marcoussis, château, église et couvent des Célestins.
Bonjour à vous. Je suis Nuria Lauria Fernandez, et bon, comme mon accent vous l'indique, et je suis originaire d'Espagne, où j'ai fait la licence en histoire de l'art et un master en archéologie. La raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est ma passion pour l'archéologie et l'architecture médiévale, et c'est l'objet de ma thèse que je vais vous présenter. Ma thèse porte sur les châteaux de Marcoussis, et dans le département de l'Essonne. C'est un château qui est en grande partie disparu. En réalité, il s'agit aujourd'hui d'un vestige architectural de la fin du Moyen-Âge, plus que d'un château. Et de nos jours, il reste que quelques parties de ce château ignoraient les fondations, les douves, les fossés qu'on remplit d'eau et on s'enseigle les châteaux. Et une belle tour qui tient en cours debout aujourd'hui. Cet édifice d'une grande importance archéologique a été laissé à l'abandon depuis la Révolution. C'est pendant la Révolution française de 1789 qu'il a été détruit, et sûrement pour éviter que cela devienne en prison d'État. Et progressivement, il a été laissé à l'abandon et la végétation il a commencé à le recouvrir. Comme l'illustre ces cartes postales de 1971. Et ce ne sera qu'au XXe siècle qu'un nouveau intérêt est né pour les châteaux. Et c'est l'association historique de Marcoussis, que je remercie pour son accueil, qui aujourd'hui c'est la conservatrice de ce site. Ce lieu, comme tous les sites disparus, en grande partie oubliés, nous interroge sur sa nature d'être et sur sa nature architecturale d'origine. Quand on voit ces ruines, il y a une question qui nous vient directement à l'esprit, que c'est à quoi ressemblait-il. Mais en tant qu'étude historique et archéologique, il est essentiel de comprendre le contexte d'édification de ce château. Alors, pourquoi avoir choisi le château de Marcoussis? C'est pour une raison simple, une raison architecturale, parce qu'en fait, c'est un château qui a été construit dans un moment crucial de l'architecture médiévale. On peut dire qu'il se trouve au bout de la chaîne d'évolution de l'architecture des châteaux médiévaux. En fait, les châteaux médiévaux d'origine, c'est de type X-e, XIe, XIIe siècle. Et généralement, c'est présent sous la forme d'une motte castrale trônée par un donjon, encerclé par un enceinte avec des tours défensives. Et la résidence seigneuriale à côté fait la fonction de domicile et le reste fait la fonction défensive. Mais le Moyen-Âge classique voit l'apparition d'un modèle philippien castral, inspiré par le roi Philippe II Auguste, qui est roi de France entre 1180 et 1223. Et à partir de ce moment, le château qui commence à introduire les donjons dans la cour et va se présenter de plus en plus en un seul bloc. C'est une structure massive qui est à la fois résidentielle et défensive. Les tours de ce premier château sont à vase pleine et ils vont avoir le rôle des protecteurs de l'ensemble. Mais la Bastille et le château de Vincennes, entre autres, que c'est deux modèles du château de Marcoussis, ils vont apporter une nouvelle répartition des rôles dans les châteaux. Les tours qui avant étaient uniquement défensifs, maintenant ils arbitrent des espaces de logement et de défense. Leur base, il sera plus pleine, ils vont permettre d'installer des systèmes de défense intéressants et aussi une terrasse tout autour des bâtiments en sommital pour la défense. Dans cette gravure des représentant la Bastille, on peut voir l'ensemble castral unifié. Et ils forment un bloc avec des tours dans toutes ces extrémités. Et ici, on a un peu le modèle du château de Marcoussis, même si le château de Marcoussis c'est beaucoup plus résidentiel
que défensif. Comme j'ai déjà dit, le château de Marcoussis, c'est un vestige. Alors, il nous reste 3 axes d'études majeures pour mieux le comprendre. Le premier, c'est l'archéologie du bâtiment, pour comprendre la structure architecturale du bâtiment, les fonctions, l'évolution, les techniques de construction et la solidification de l'édifice. Les textes aussi, évidemment, même si les textes les archives du château ont disparu, on a toujours en disposant des différents textes, surtout de type juridique, mais aussi d'autres types de textes comme ces pamphlets politiques de l'époque de Charles VI, dans lesquels l'auteur se montre très sévère envers Jean de Montagu, les propriétaires du château et les fondateurs, mais qui aussi nous montre une description très détaillée du château, même de l'extérieur et de l'intérieur. Et les images et les représentations iconographiques qui nous donnent une vision du château et de la seigneurie dans toutes ses évolutions. Parce que l'image, je pense que l'image est toujours un élément essentiel à la compréhension de l'architecture en si. Afin de les restituer, et le château de Marcoussis, dans son apparence originale, il est diffusé à un grand nombre afin de valoriser le patrimoine. Je compte faire l'usage d'un logiciel de modélage 3D, comme ici l'entreprise TT3D a réalisé les modélages de la tour qui reste du château et qui nous permet mieux visualiser son architecture et sa fonction. Il serait l'idéal de faire la même chose avec tous les restes du château disparus et comme ça permettant les visualiser à diverses périodes de son évolution et de son oubli. Ça, c'est un de mes projets de fin de thèse. Et bon, maintenant que j'ai présenté un peu l'intérêt archéologique et architectural de l'étude du château, d'une manière résumée, je vais vous présenter les personnages qui sont à l'origine de ces châteaux. Parce que la compréhension de l'homme permet souvent d'en comprendre les actes et les réalisations. Alors, Jean de Montagu, qui est né en 1350 et 1409, et c'est lui qui va construire les châteaux. Sa vie traverse les XIVe siècle et le XVe siècle, que c'est une période historique et d'une importance capitale en France, parce que c'est au cours de la guerre des 100 ans que se mène en anglais et français. Alors, c'est une période de troubles et d'innovation militaire qui entraîne une évolution cruciale à niveau de l'architecture militaire et défensive des châteaux. Jean de Montagu, il est fils de trésorier. Il va commencer comme trésorier, comme secrétaire de Charles V, et après comme secrétaire des finances et trésorier. Il va faire sa fortune sous les règnes de Charles VI. Sa extension sociale et la fortune qu'il a, et il la forge avec les relations privilégiées qu'il a avec les rois Charles VI, les ducs d'Orléans et les ducs de Berry, qui les font d'importantes donations et il va assurer un train de vie digne d'un prince. Jean de Montagu, il a vécu notamment à l'hôtel de la Bastille, à celui du Louvre, ce qui nous explique sa connaissance de ces édifices. Et comme il était entouré de tous ces personnages, il va accéder à la chevalerie et même il va adopter une devise telle qu'ils font les seigneurs et les princes du royaume. Il va commencer à mener une vie de seigneur et l'aboutissement de son projet de vie va se concrétiser avec la construction de son château. C'est symbole du pouvoir et de la richesse seigneuriale. Mais Jean de Montagu, il va également entreprendre la reconstruction de l'école de l'église paroissiale de Marcoussis et la fondation du couvent des Célestins. C'est toutes des deux autres édifices de la seigneurie de Marcoussis. C'est aussi une partie de ma thèse, mais je parlerai une autre fois. Alors, merci pour votre attention.
Merci pour cette présentation. Nous allons maintenant accueillir Francisco Mamani Fuentes, qui est doctorant, je crois, en troisième année, dont le titre de la thèse est L'art mudéjar ibéro-américain, la persistance islamique de l'ère andine entre le XVIe et XVIIIe siècle. Voilà, je vais laisser la parole. Et merci d'avoir accepté mon intervention et présenter ma thèse, déjà en troisième année. Et à mot de présentation, l'architecture mudéjar est une architecture qui s'est développée de la péninsule ibérique du XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XVIe. Et elle résulte de l'application aux édifices chrétiens, aux juifs, d'influence des techniques et des matériaux musulmans. Comme première image, on voit le palais du roi Pierre Ier de Castille, la façade trop connue, où on voit l'épigraphie musulmane, et aussi les arcs sur cercueil traditionnel moade. Et après, comme exemple de l'architecture mudéjar en Amérique latine, on voit l'église de Saint-François en Colombie, Cali, où on voit l'utilisation du brique et l'ornementation et l'utilisation de l'arc outrepassé en fer à cheval. Et l'autre image, on voit la voûte de l'église de la Compagnie de Jésus à Quito, Équateur, et on voit la décoration d'inspiration géométrique islamique. La troisième image de ce groupe de présentation de l'art mudéjar, c'est la coupole du monastère basilique de Saint-François d'Assise à Lima, Pérou. Et on voit l'armature en bois de caractéristiques complètement islamiques. Et on peut voir aussi les mêmes coupoles à Sevilla ou même à Cordoue. Et le deuxième groupe d'images, c'est les techniques et typologiques qu'on va trouver dans l'architecture mudéjar en Amérique latine. La première, c'est l'armature en bois, les plafonds qui sont artesonados en castillan, avec marqueterie. On voit les plafonds de la nef de l'église Saint-Domingue à Quito, Équateur. Et une deuxième technique de l'art mudéjar en Amérique latine, c'est l'utilisation du brique, la tour mudéjar bien connue dans la ville de Cali en Colombie, dans l'église de Saint-François. La troisième image, c'est l'utilisation de l'ornementation en céramique, les azulejos, dans le mur du monastère de Saint-François, Lima, Pérou. Le troisième groupe d'images qui sont plus importants pour moi en tant que chercheur, c'est justement les cas problématiques. Et c'est justement ça que je veux, c'est mon idée de présenter ici, parce que je suis maintenant en troisième année et la problématique de ma thèse radique justement dans ce type de bâtiment qui présente des styles superposés, des bâtiments composites. Donc, comment on peut différencier les techniques si on voit trois styles historiquement classés dans un même bâtiment? Donc, ça fait aussi que l'architecture mudéjar en Amérique latine devient un sujet riche, connu comme l'architecture coloniale. Donc, la première image qu'on voit, c'est les plafonds en caisson de l'église de Saint-Pierre de la ville d'Andahuaylas à Pérou. Et on voit la décoration de cette plafond en caisson que pour la technique, on voit l'influence directe de la Renaissance. Donc, on voit la technique de construction d'origine mudéjar, mais avec la décoration de la Renaissance. En plus, un autre exemple de plafond à caisson, on voit l'utilisation du mudéjar dans une période tardive, 18e siècle, au Chili,
Du coup, ce bâtiment a la caractéristique d'être un bâtiment complètement baroque, mais avec un plafond encaissant de régime mudéjar. Et pour finir, le troisième exemple, c'est la coupole de l'église de Saint-Domingue à Quito, Équateur. On voit la décoration de la coupole et l'utilisation de couleurs et de la céramique de la même manière qu'on voit les mêmes bâtiments à Saragosse et surtout de l'art mudéjar qu'on trouve dans le nord d'Espagne. Et pour finir un peu la présentation, c'est 10 minutes, ça les images. Je pense que maintenant la problématique de l'art mudéjar, c'est une problématique un peu historiographique parce que certains chercheurs pensent qu'il n'y a pas de l'art mudéjar parce que c'est une époque complètement de développement des techniques mélangées, des techniques de régime islamique, chrétien, juif. Donc on ne sait pas bien depuis le début de l'époque en Espagne si on parle d'un art mudéjar, d'une architecture mudéjar. Donc la question commence à devenir plus compliquée quand ce type d'architecture se développe en Amérique latine. Parce qu'il y a l'influence aussi, il y a les changements de techniques, les matériaux, même les artisans qui ont fait tout ce type de construction. Donc ma thèse, elle est maintenant dans cet enjeu de savoir comment pas faire une archéologie du bâtiment, parce que c'est hyper compliqué pour moi, parce qu'à la base je suis historien de l'art, mais si de voir une histoire de la technique qui peut aider surtout à la reconstruction des bâtiments en Amérique latine qui ont suivi pendant des siècles des tremblements de terre. Donc les processus de reconstruction et patrimonialisation de tous ces bâtiments, c'est souvent important à partir de la technique et d'une étude profonde de tous ces bâtiments. Bon, merci. Nous accueillons maintenant Alexia Vallas, qui est en première année de thèse, si je ne me trompe pas, qui est à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction d'Étienne Jolet, avec une thèse qui s'intitule « Les relations entre architecture et sculpture à Rome sous le pontificat de Clément XII Corsini ». Je vous laisse la parole. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je propose dans cette présentation de nous arrêter 10 minutes sur la question des relations entre architecture et sculpture à Rome sous le pontificat de Clément XII Corsini, à savoir entre 1730 et 1740. Et comme il ne s'agit que de recherche en chantier, je souhaite simplement ouvrir quelques pistes de réflexion et vous présenter seulement quelques modalités de ces relations sans rentrer dans les enjeux vraiment artistiques, politiques, religieux, etc. Et j'espère parvenir à éveiller votre curiosité. Je remercie le comité de me permettre de faire cette présentation. Alors, nous nous trouvons ici face à une photographie prise le matin. La lumière qui provient de l'ouest n'éclaire que le dos du maître-autel romain post-tridentin de la petite église de San-Nilo a Grottaferrata dans le sud de Rome. La lumière artificielle permet d'apprécier nettement la composition sculpturale, car les fenêtres situées sur le registre supérieur de la nef centrale sont obstruées par des rideaux. Il semblerait que cet obscurcissement volontaire ait été présent dès l'origine du maître-autel. Et l'ensemble sculpté semble être le seul offert à la vue et au sens dès l'entrée dans cette petite église plongée dans l'obscurité. Je vous laisse regarder l'icône et les deux sculptures de part et d'autre de l'icône, puisqu'elles ne sont pas visibles dans la deuxième diapo. L'après-midi, donc la taille, la disposition et la forme de la fenêtre arrondie au-dessus de l'entrée principale éclairent directement l'icône. Cet agencement architectural permet un dégradé lumineux en valorisant les jeux d'ombre et de lumière, de clair et d'obscur des éléments sculptés jusqu'à l'obscurité du fond du chœur de l'église, légèrement illuminé par des disques peints sur la voûte. Cette lumière caresse également les reliefs le long de la nef. Les icônes épars dans ce lieu religieux au fond et auréole dorée l'illuminent également discrètement. Les autres fenêtres de l'église sont toujours obstruées. L'agencement architectural valorise ainsi les éléments sculptés de l'église.
L'architecture, la peinture et la sculpture sont unies. Et comme le rappelle l'historien de l'art Giovanni Carreri, le biographe romain de l'époque contemporaine à l'hôtel, il appelle cela le bel compost, initialement inventé, semblerait-il, par Le Bernin. Cet ensemble participe à l'effet, et l'effet étant le leitmotiv de l'art romain post-tridentin. Mais qu'en est-il des relations entre les arts après que ce souci de l'effet soit intégré dans le travail des artistes romains, quelque temps après ce contexte religieux de la Contre-Réforme et après le siècle de gloire romain? Donc 50 ans après la mort du Bernin, la sculpture est étroitement associée aux chantiers architecturaux et ne fait pas l'objet de commandes autonomes, contrairement à la peinture. Voilà pourquoi je propose d'exclure la peinture de ces relations et de nous centrer exclusivement sur les relations entre architecture et sculpture. Je nous propose également de nous concentrer sur le seul pontificat de Clément XII Corsini, car l'intégralité des chantiers qu'il a provoqués répond, me semble-t-il, à l'ensemble des modalités entre architecture et sculpture, à savoir des chantiers religieux ou profanes, intérieurs ou extérieurs, éphémères ou pérennes. La chapelle Corsini à Saint-Jean-de-Latran que vous voyez représente l'unique intérieur religieux réalisé lors de ce pontificat. Elle est achevée en 1735 par l'architecte Alessandro Galilei. Nous pouvons observer une architecture composée de pilastres aux corniches corinthiennes et un fronton classique. L'artifice architectural semble résider dans l'usage de marbre polychrome et de bronze. De celle-ci émergent des éléments sculptés monochromes blancs pour ceux au niveau supérieur et en marbre noir et doré pour ceux du registre inférieur. Les drapés des sculptures sont animés. Celles-ci ne sont que peu saillantes face à l'architecture. Il semblerait qu'elles l'ornent ou l'animent au même titre, selon cette vue d'ensemble, que la polychromie marmoréenne, mais peut-être que vous pensez autre chose, ce qui serait intéressant aussi. En outre, si l'on prend ces relations à l'extérieur des édifices religieux toujours, nous pouvons nous arrêter sur le cas de la façade de Saint-Jean-de-Latran, qui est représentative des autres façades réalisées durant ce pontificat. La façade est monochrome, l'architecture répond toujours à un ordre classique, au fronton ni brisé ni entrecoupé. Et encore une fois, il semblerait que ce soit des éléments sculptés qui permettent l'animation et l'élévation du regard. La hauteur de ces statues marque peut-être leur rôle d'ornement également. Là, on est vraiment dans des cas où la sculpture semble subordonnée à l'architecture. Nous avons soulevé la question de la stabilité de l'architecture face au mouvement de la sculpture, qui paraît être une des caractéristiques des relations entre ces deux pratiques. On peut notamment étudier cela par le biais des décors éphémères, à travers ce dessin de la seconde cérémonie de la Cinée en 1733, réalisé par l'architecte Nicola Michetti. La frontière entre ces deux pratiques est difficilement définissable dans ces machines, elles sont appelées comme ça. Monumentale, la taille de cette machine correspond à celle pratiquée presque exclusivement par les architectes. Là, en revanche, elle ne crée plus un espace, mais plutôt met en espace une structure. Et le travail pyrotechnique aussi, il y avait du feu, donc, semble aussi lier les deux pratiques, architecture et sculpture, les deux participant au même titre à l'effet. La notion du paragone et donc de la comparaison entre les arts s'impose alors, et la sculpture n'est plus nécessairement subordonnée à l'architecture, il me semble. Bien au-delà de la seule conception religieuse, il s'agit de questionner les relations entre ces deux pratiques pour des commandes profanes, afin d'éventuellement y insérer cette notion de paragone. Ça va, oui. Pour ce qui est des chantiers profanes extérieurs, vous avez reconnu le cas de la fameuse fontaine de Trévis, réalisée par l'architecte Nicolas Salvi à partir de 1732. Celle-ci est marquée par le caractère homomorphique de l'architecture et de la sculpture et de la pierre qui la constitue. Homomorphique, la même forme. La question de la matérialité se pose alors inévitablement. Celle aussi de la figuration, qui est généralement exclusivement attribuée à la sculpture. L'architecture et la sculpture se confondent et amoindrissent les frontières qui les séparent, grâce également à un nouvel élément, l'eau. Les relations entre ces éléments semblent redonner de la valeur au statut de la sculpture. Ce cas permet de comparer, donc de paragonare, ces deux pratiques de manière égale, en considérant l'aspect sculptural de l'architecture, tout en suivant le modèle de l'architecte comme maître de chantier. S'agit-il d'un bâtiment, d'une sculpture? Nous ne savons pas exactement qui crée l'espace et qui met en espace. Pour ce qui est du cas du palais intérieur, donc profane, celui que nous observons maintenant est le palais Corsini, conçu par Fernando Fuga à partir de 1738. Et sur ce cliché, nous pouvons observer une architecture contemporaine à l'époque étudiée et des sculptures soit contemporaines, soit antiques. Il semblerait qu'il y ait un accord entre architecture et sculpture, et ces dernières ne paraissent pas avoir la même fonction que pour le cas des façades ou de la chapelle. Les sculptures sont valorisées, il semblerait, au même titre que le travail de l'architecte.
mais constitué à partir d'une collection sculpturale majoritairement d'antique. Ce cas s'apparente au musée Capitolini. L'étude de cette institution muséale inaugurée en 1734, dernier cas du corpus, nous amène à repenser les relations entre ces deux pratiques. L'architecture est subordonnée à une valorisation d'une collection sculpturale. Sur le Capitole, les sculptures sont traitées comme des œuvres d'art et les architectes comme des artisans. Ça, il faut me croire, hein, c'est dans des documents d'archives. Pour valoriser justement les sculptures, ce qui modifie la relation entre architecture et sculpture, qui semblaient, lorsqu'elles sont pensées ensemble, figées sous le schéma d'une sculpture subordonnée à l'architecture. De surcroît, étudier les relations entre ces deux pratiques expose la nécessité de traiter une question qui semble stable en Occident. Cette question me paraît au cœur des problématiques contemporaines à notre siècle, à travers des démarches artistiques telles celles d'Olafur-Eliasson. Généralement, cette composition est décrite comme une architecture labyrinthique de formes colorées. Cette même question des relations entre architecture et sculpture se pose alors. Crée-t-il exclusivement un espace ou s'agit-il également de mettre en espace ces structures colorées caractéristiques de la sculpture ? On reconnaît aussi ici le rôle majeur de la lumière, de la couleur qu'on avait vu dans les premiers slides de la petite église. Et pour revenir sur les 6 chantiers présentés, commandés par le pape Corsini, on voit qu'ils permettent de penser ces relations à travers les caractéristiques visibles que je vous ai présentées, mais aussi invisibles comme l'idée de l'effet de la lumière, de la couleur et de l'atmosphère, en considérant la subordination de la sculpture face à l'architecture jusqu'à une sculpture traitée comme œuvre d'art. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons accueillir la 4e intervenante de la première partie de Panorama, Ulku Demir, donc qui est en 2e année de thèse, donc qui est inscrite à l'Université technique d'Istanbul et dont le titre est à la fois au département d'histoire de l'architecture du Centre François-Georges Parizet, qui mène une thèse sous la direction d'Émilie Dorgé et alors la prononciation, je ne sais pas si je vais y arriver, Aygül-Ağır. Voilà, c'est mieux. Et dont le titre est un architecte ottoman du XVIIIe siècle, Mehmed Tahir Aga. Oui, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je voudrais contrôler, d'accord. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous donner quelques informations sur mon travail de thèse. En XVIIIe siècle, l'architecture ottomane est l'un des sujets de recherche importants sur les disciplines de l'histoire de l'art et de l'architecture. L'architecture de l'époque est examinée à travers les activités structurelles des sultans et des princesses. Les architectes royaux, qui étaient les principaux acteurs architecturaux de cette période, sont également des sujets dans le cadre de ces études. Dans les études précédentes, aucun travail détaillé n'a été fait sur le rôle architectural, l'importance et le style de Mehmet Tahir Ağa. Et ceci a créé le point de départ de cette thèse. Le but de cette thèse est de présenter l'architecte Mehmet Tahir Ağa dans le cadre de l'Empire ottoman du XVIIIe siècle et d'examiner et d'évaluer l'architecture ottomane de l'époque avec une nouvelle perspective via Mehmet Tahir Ağa. Après la visite de l'ambassadeur Mehmet Çelebi en France en début du XVIIIe siècle, de nombreux exemplaires des livres d'architecture avaient été apportés à l'Empire ottoman. Ce livre de l'architecture et description de Mehmet Çelebi et d'autres officiels ottomans sur l'architecture française ont eu des effets visibles sur le style, l'architecture ottomane. Dans ce nouveau style ottoman, les influences du baroque français et du rococo peuvent être facilement observées. Certains éléments décoratifs et ornements montrent même des impressions romaines.
Dans ce contexte, cette présentation se penchera sur les similitudes entre l'architecture ottomane du XVIIIe siècle et l'architecture européenne concentrée sur la France, notamment à travers des éléments décoratifs. La conception de l'arc-courbe n'est pas un motif trouvé dans le dictionnaire stylistique de l'architecture classique ottomane. Jusqu'au XVIIIe siècle, une forme traditionnelle appelée arc pointu a été utilisée. Dans le XVIIIe siècle, on voit des transformations significatives sur des éléments décoratifs des bâtiments impériaux, comme les mosquées. Ci-dessus, à gauche, on voit la forme de l'arc dans un détail décoratif de la mimbar de la mosquée Laleli, qui datant en 1764. Au nom à droite, on trouve l'arc courbe avec une conception différente sur la mosquée Ayazma datant en 1760. En bas à gauche, la partie supérieure de l'entrée fermée ancienne abbaye Saint-Cybar Angoulême. Et en bas à droite, un dessin de Claude Guillot qui s'appelle « Concevoir pour l'ornement avec une flûtiste ». La similitude entre toutes les configurations d'arc est évidente, on peut dire. Le changement de l'architecture ottomane au XVIIIe siècle peut être clairement observé dans la conception de la colonne et des éléments en relation. L'utilisation des éléments de l'architecture européenne, en particulier dans les arrangements des colonnes, donne des idées importantes sur les considérations et évaluations de ce qui est nouveau au cours de ces siècles. Ci-dessus, il y a des exemples de colonnes des mosquées. Dans cette période où les objets occidentaux sont utilisés, les capitaux de colonnes ne se trouvent pas avec cette forme exacte dans l'architecture européenne. Ils montrent une apparence unique. Derrière cette apparence, il se trouve une transformation qui ne viendrait pas à l'esprit. À l'origine, les capitaux de la colonne ottomane à feuilles ont été obtenus en transposant les bases de colonnes appliquées à l'époque romano-gothique dans l'architecture occidentale. En bas, on trouve un exemple de colonne de la cathédrale Notre-Dame de Paris et un dessin de colonne basse de l'architecture romaine. Ce modèle de basification ressemble à celui de l'architecture romaine et plus tardive de la Renaissance. En haut à gauche, un exemple de base de principaux pliés de la mosquée Laleli. Sur la droite, il y a un exemple de piédestal du pilier extérieur de la mosquée Ayazma. L'utilisation de ce type de piédestal ne se trouve pas dans l'architecture ottomane jusqu'au XVIIIe siècle. Dessous, cours d'architecture de Blondel, des livres sur les 5 ordres, et un détail montre un dessin de base. Ce livre est l'un des livres qui a été apporté à l'Empire ottoman avec sa version de 1698. Voici un exemple de l'utilisation de la pierre naturelle sur la surface du mur et la division géométrique. Ci-dessus, à gauche, un dessin montre la décoration de la surface intérieure de la mosquée Laleli. Sur la droite, la surface du mur intérieur de la mosquée Ayazma est visible. Dans les deux cas, des plaquettes de pierre naturelle rectangulaire ont été appliquées sur les murs. Ci-dessous, un dessin de l'extérieur et de l'intérieur du livre de Grand Escalier de Versailles. Ce livre est l'un des livres qui a été apporté à l'Empire ottoman aussi. La conception de l'ordre géant à l'extérieur est similaire à la mosquée Laleli. Dans le dessin intérieur, la division géométrique obtenue par la composition de pierres naturelles rappelle la conception de mosquée.
Ci-dessus, l'utilisation de fenêtres rondes dans le mosquée Laleli et la composition de la pierre naturelle autour d'elle. Et ci-dessous, une photo de l'extérieur de Louvre. Les compositions autour de la fenêtre ronde sont de forme similaire. Un dessin de parapet est vu dans le mosquée Laleli et en bas un dessin d'encadrement rococo. Motif décoratif rococo semble avoir trouvé sa place le plus appropriée dans le mosquée, on peut dire. Il est situé sur la photo Laleli sur une conception plus détaillée à droite de la porte d'entrée de la mosquée, surfacée divisée amorphe. Cette rococo baroque mélangée conception, des dessins peuvent être consultés facilement dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ci-dessous, un dessin de maisonnier datant 1734. Sur la droite, elle est dessin de détail. La conception porte de Jean Mariette qui date en 1727. En particulier, dans les conceptions de la porte, la division amorphe et l'encadrement sont très similaires à la porte de la mosquée. Et dans le décor rococo, la symétrie dans les éléments et dessins symétriques dans un ensemble. Le dessus, les détails sur les mosquées de Laleli est vu dans les fontaines. Et en bas, une conception de la porte rococo. Akanthus motifs et variétés sont entrés au décor de l'architecture ottomane avec le XVIIIe siècle. En haut à gauche se trouve une composition composée de feuilles akanthus et de plis de sermons prêchants de saga. En haut à droite, il y a un motif de feuilles d'acanthus sur la fontaine dans le cours de la mosquée Laleli. Ci-dessus sont des dessins européens avec des motifs de feuilles et d'huîtres. Et pour le dernier, pendant la période de l'architecte Mehmet Tahir, il y a un travail de réparation de forteresses intensif. Le prêtre de Vauban est un ingénieur militaire français du XVIIe siècle. Mais Mehmet Tahir n'est pas contemporain, mais ce sont les livres qu'il a écrits sur l'architecture et l'ingénierie du fortret. Ces livres ont été traduits en langue ottomane dans le deuxième moitié du XVIIIe siècle, ainsi que dans de nombreuses autres langues. Et il est hautement probable que ces travaux qui ont été publiés peu de temps avant la mort de Mehmet Tahir ont été examinés par lui. Les deux images sont le livre de Vauban. Dans le dessin en haut à gauche, il y a des outils utilisés pour des travaux de construction et de réparation. Le dessin de la version originale ont été utilisés de la même manière sans être changés. Seules les explications ont été écrites en ottoman. Le dessin sur la droite, avec un détail, montre la position des soldats sur une ligne défensive. Et on peut facilement voir ici que les soldats français ont été remplacés par des soldats ottomans. Les présentations ottomanes n'étaient pas négligées avec ses vêtements et ses chapeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais demander aux autres intervenants de revenir pour le temps de questions.
Donc merci à vous quatre d'avoir participé à cette session, d'avoir fait part de l'avancée de vos recherches. Peut-être y a-t-il déjà des questions dans la salle suite à ces présentations? Construit votre corpus à partir des exemples espagnols, mais surtout dans cette dissémination d'éléments mudérares ou d'hybridation en Amérique latine. En fait, vous couvrez un territoire très large. Donc, est-ce que vous avez établi une enquête? Comment est-ce que vous avez fait finalement pour déterminer des types d'ouvrages ou vos édifices qui vont vous servir après à construire votre thèse? Et merci pour la question. Au début, c'était les premières années, je pense, c'était de manière générale. Je commençais à faire une recherche historiographique des travaux précédents sur l'architecture moderne. Et c'est un territoire large, oui. C'est la Colombie, Équateur, Pérou, la Bolivie et Chili. Mais la question, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Oui. À cause du tremblement de terre et aussi à la pression du modéral en fait. Du coup, j'ai cherché au début, j'ai vu plein de typologies, mais en fait, finalement, j'ai choisi les plus représentatives dans tous les bâtiments, qui c'est finalement les plafonds, l'armature en bois, qui c'est caractéristique où c'est ça que je peux voir dans tous les bâtiments, parce qu'il y a l'ornementation aussi, la céramique, mais finalement j'ai choisi le bois comme le matériel pour travailler la thèse. Donc finalement j'ai 15 ou 20 églises, oui, 15 ou 20 églises avec cette pratique, cette technique de construction. Moi, je voudrais rebondir sur cette question parce que vous avez parlé de plusieurs pays de l'Amérique andine. Est-ce que ce patrimoine se répartit de manière homogène entre les différents pays? Vous avez parlé du Pérou, la Bolivie. Est-ce qu'il y a des secteurs où on retrouve davantage de bâtiments présentant ces caractéristiques? En fait, non. C'est bien répandu. Oui, au début, on peut penser que c'est les villes importantes qu'on peut voir les bâtiments avec les modérats, mais en fait, il y a aussi dans des petites églises, des paroisses, en fait, il y en a partout. La question, c'est l'état des bâtiments. Mais il y a aussi les modérats au Mexique, tellement représentative aussi. Mais je choisis l'Amérique latine parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur l'Amérique andine. Mais il y a aussi en Argentine, aussi au Brésil, mais il est bien répandu. La question, c'est l'état des églises. Donc évidemment, les églises plus importantes, les villes plus importantes d'Amérique latine, ils sont dans un état plus visible. Déjà les plafonds, des fois, il est déjà il y a des travaux de restauration. Mais qui sont pas, qui ont négligé vraiment de voir la couche modérale qu'il y a dans le plafond. Moi, j'avais une autre question, s'il n'y a pas de questions dans la salle. Peut-être plus sur les approches. Alors, cette fois-ci, pour deux autres présentations, à la fois sur les croisements entre architecture et sculpture, mais aussi entre architecture et archéologie. Donc, plus une question sur vos approches. Est-ce que vous avez des méthodes, enfin j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez des méthodes spécifiques et un peu différentes à celles que l'on pourrait connaître communément dans l'histoire de l'architecture, du fait de, par exemple, d'avoir ce regard sur l'archéologie ou bien d'avoir un regard sur l'histoire de l'art et l'histoire de la sculpture? Est-ce que, du coup, dans votre travail de thèse, vous amenez des méthodologies un peu différentes, spécifiques? J'ai l'impression que ça fait partie du sujet de thèse, en fait. Donc, pour ma part, vu que je suis vraiment au début,
je découvre et c'est pour ça aussi que je vous ai remercié de me permettre de présenter mon sujet ici, parce que ça me permet de découvrir un peu le milieu de l'histoire de l'architecture que je ne connais pas très bien. Et donc, je pense vraiment que ça va faire partie de mes travaux. J'ai pas de réponse plus précise à donner. Moi, comme je viens de commencer aussi ma thèse, j'ai parlé de l'archéologie du bâtiment, qui c'est très important, les images et les textes, mais pour l'instant, j'ai pas non plus d'autres spécialités, de techniques spéciales. Est-ce que l'étude des fragments de bâtiments qui demeurent sur place, vous la faites en même temps que l'étude des images, des textes? Est-ce qu'il y a une priorité qui est donnée? J'ai déjà commencé à regarder un peu les fragments en in situ, mais c'est vrai que je vais commencer bien pour toute la bibliographie, tous les documents, la transcription, pour avoir déjà une idée. Et après, avec l'image que j'ai dans ma tête de toutes les sources, aller là-bas pour essayer, avec les restes, de voir comment ça a marché et son endroit originel. Par contre, ce que je remarque, c'est que pour ma part, du coup, les archives sont très très éparses. Je suis obligée de me rendre dans quasiment tous les lieux où se trouvent des archives à Rome. Contrairement à si j'avais un sujet de thèse qui était plus sur une seule pratique, on se centre plutôt sur un lieu. Et là, vraiment, je suis obligée de lier beaucoup d'archives qui n'ont pas du tout de rapport entre elles à l'origine, quoi. Ça, il semblerait que c'est la spécificité du sujet, mais voilà. Oui, c'est une question aussi pour Francisco. C'est juste que j'ai curiosité au niveau de l'historiographie. Quels sont les études, les livres les plus importants sur ce type d'architecture moderne en Amérique latine? Et en général, il y a aussi l'historiographie en castillan. Il y a la littérature les historiens de l'art comme Rafael López Guzmán, qui travaille maintenant à l'Université de Grenade, est spécialiste en architecture moderne, surtout au Mexique. Et en France, il n'y a pas beaucoup de littérature. Il y a quelques thèses qui sont faites, je pense qu'il y a 20 ans. Philippe Araguas, il a écrit une thèse en français qu'il a travaillé sur les briques, mais notamment en Castille, pendant l'époque médiévale. Mais c'est le travail qui ont fait les chercheurs de l'Université de Grenade en Espagne. Et aussi, il y a l'école de Teruel en Espagne, qui aussi qu'ils ont travaillé le mudéjar. Et de ma part, mon approche, c'est une approche à partir de méthodologie de la histoire de la technique et de l'histoire de la culture matérielle. Donc, cette méthodologie qui maintenant me permet d'avoir une approche méthodologique qui ouvre un peu l'historiographie, qui est un peu, qui n'y a pas beaucoup de textes en fait. Du coup, moi, je vais poser une question en lien avec la question précédente, justement, parce que je me demandais, donc, vous faites une analyse sur des bâtiments, concrètement, mais est-ce que vous employez d'autres sources primaires? Parce que pour connaître un peu le cas de la Colombie, quand on fait des recherches là-bas, on est toujours confronté au problème des archives qui sont soit inexistantes, soit pas vraiment correctement répertoriées. Donc, je voulais savoir si, justement, cette analyse, vous travaillez aussi avec des archives ou des textes de l'époque Et bon, il y a les images comme source primaire, mais aussi il y a les traités d'architecture.
il commençait en lycée, c'était une thèse d'histoire de la technique. Qu'est-ce que j'essaye de faire, c'est de voir la technique à partir des traités d'architecture qui sont faits en Espagne, parce que tous les bâtiments qui envoient en Amérique latine ont été normés par la Cour en espagnol. Ils ne sont faits pas par hasard. Donc la question c'était comment je vois les traités d'architecture, qu'il y a 5 ou 6, et aussi voir comment le traité ont été mis en place en Amérique latine. Donc je vois une partie les traités et aussi de l'autre côté comment c'est fait en Amérique latine, en sachant aussi que même la théorie qui montre les traités dans le cas physique et dans le contexte des productions aussi des matériaux qu'on va trouver en Amérique latine, les personnes qui vont construire le bâtiment, c'est complètement différent. Donc on voit ce décalage entre ce que la Cour voulait et ce qu'on voit directement en Amérique latine. Mais oui, je pense que dans le cas de la Colombie et du Pérou, on peut voir beaucoup des éléments, beaucoup d'exemples. Mais Quito, au Chili, la Bolivie, qui était pendant le période que je travaille, sont des zones un peu marginaux, un peu de développement de l'architecture. Par exemple, à Cali, au Bogota, on trouve beaucoup d'exemples. Cartagena de Indias aussi, Lima, Sucre aussi, mais au Chili, il y a qu'un comme bâtiment qui a des éléments modérés. Donc je fais ça, je vois les traités, je vois les images, et maintenant je vais partir en Amérique latine pour voir le bâtiment directement. Donc je suis un peu en train de voir ça en débrief. Moi, j'aurais une question pour le coup, à propos justement des interactions entre... Oui, juste, oui, en fait, Koudemir avait demandé à ce que éventuellement les questions soient posées en anglais. Ah oui, c'est possible. It's a question about translation and interaction between France and Ottoman Empire. It's about the statute of the lector, of the reader, sorry. My English is a sort of Franglish. About the statute of the reader between France and the Ottoman Empire, and the statute of architect or engineer. Is it one of your interest? I'm sorry. I tried to understand your words, but it was so complicated for me. Because of the accent, I couldn't understand. I'm sorry. It was so hard. It's about the statute of the architect, engineer. Of my architect, yeah. You mean? Of your architect, yeah. I call it my architect. The statute of my architect in Ottoman Empire, you mean? Actually, he is the chief architect. I can say and he's in the second half of the 18th century in Ottoman Empire. He's one of the chief architects, and he has been chief architect for 4 times. And we don't know why, actually, because general chief architects come to their position, and they do not change their position till their death. So, in a way, this is something detailed, but yes, he is one of the chief architects, and he has many, especially reconstruction and restoration works in the second half of the 18th century in Ottoman Empire. Did I understand you correctly? S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va passer à la deuxième partie de la session Panorama. Je vous remercie tous les 4 pour votre participation. Donc nous allons commencer la deuxième partie de cette session Panorama avec l'intervention de Juliette Pernin, qui est actuellement en thèse, en première année de thèse à l'université Lille 3, donc École nationale d'architecture
d'architecture et de paysage de Lille, sous la direction d'Éric Monin, avec une thèse qui s'intitule « L'échafaudage, un événement d'architecture dans l'espace public entre technique et imaginaire ». Je vous laisse la parole. Vous êtes probablement déjà tous retrouvés nez à nez avec un échafaudage apparu brusquement dans la rue. Un échafaudage qui souvent vous dit change de trottoir, qui en tout cas vous oblige à vous serrer pour croiser les passants, parfois qui vous protège de la pluie, qui vous propose un tunnel souvent coloré, peut-être même qui vous tente avec ces échelles qui montent vers le ciel, en tout cas qui vous confronte à un événement dans l'espace public. Cet événement, c'est le point de départ du travail que j'ai entamé en commençant à constituer un corpus protéiforme autour de cet objet, en tirant des fils, en amont d'abord, pour interroger les modalités de sa mise en œuvre, en le considérant d'abord comme un objet historique. Vous pouvez voir ici une des premières publicités pour les échafaudages métalliques dans la revue Architecture d'aujourd'hui, en 1949. Et en le considérant aussi comme un objet technique, la photo suivante a été prise en novembre dernier au Salon Batimat. Alors, dans le même temps, on peut aussi tirer des fils en aval, donc, pour interroger les modalités de sa réception dans l'imaginaire collectif. Une réception qui peut être une réutilisation, comme dans cet exemple, c'est une installation de Daniel Buren à Rotterdam en 1988, mais qui peut aussi être simplement une représentation, comme ce dessin de Pascal Rabaté. Alors la constitution de ce corpus passe donc par la collecte d'images, d'objets, de textes, de discours, et par la production de cartes d'une ville et de ses échafaudages. Et pour l'interpréter, j'utilise une méthode qui consiste à faire des associations visuelles d'images, des associations d'images et de textes, et des associations même d'idées. Donc là, vous avez un pins aussi d'une société d'échafaudage et un dessin de David Macaulay. Deux images qui montrent la capacité de l'échafaudage à se transformer en une sorte de croquis de géométrie dans l'espace. Dans ce deuxième exemple, une carte postale du début du XXe siècle, je précise que cette carte postale n'est pas du tout un exemple isolé. Il y a tout un corpus de ce type de carte postale que j'ai associé avec une installation du sculpteur Duane Hanson, une installation réalisée en 1989, et qui montre les capacités de l'échafaudage à servir la mise en scène, et là, en l'occurrence, la mise en scène du travail. Alors, on peut pousser ce genre de raisonnement encore un peu plus loin, comme ici, en associant encore plus de choses. Bon, j'ai mis 4 exemples, mais j'en ai des tas d'autres, et j'ai aussi des textes. Sur le thème de la catastrophe qui apparaît assez souvent en relation avec l'échafaudage. On a ici une installation de Tadashi Kawamata à Toronto en 1989, un dessin de Sampé. En haut à droite, une carte postale qui est une publicité pour une compagnie d'assurance. Et en bas, une représentation du XIIIe siècle. Qui vient d'une thèse sur l'iconographie du chantier de construction. Alors, où est-ce que j'en suis pour l'instant? Donc, je suis en première année de thèse. Par rapport à ce que j'ai déjà collecté, il y a des choses assez prometteuses. Donc, par exemple, dans le domaine de l'art, je vous en ai déjà montré un ou deux. Il y a énormément de choses parce que les artistes se sont largement emparés de cette figure de l'échafaudage. Dans le domaine de l'architecture aussi, il y a énormément d'architectes qui construisent avec des échafaudages, bon, très souvent des choses éphémères, mais parfois des choses pérennes aussi. Il y a tout un corpus d'articles de journaux aussi sur alors la supposée laideur de l'échafaudage et également sur ceux qui s'écroulent, ce qui alimente ce que je vous ai montré juste avant. Et aussi sur ces liens transversaux que j'ai commencé à vous montrer un petit peu, il y en a des tas d'autres qu'on peut faire. Donc ça, c'est plutôt encourageant.
Alors, les points que j'ai trouvés pour l'instant pas très satisfaisants, c'est la littérature jeunesse. Alors, moi, j'avais l'impression d'avoir vu passer d'innombrables livres sur le chantier dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai qu'il y en a, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, enfin, pas tant que je pensais, et le plus souvent, dedans, il n'y a pas d'échafaudage. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une image de chantier assez typique. Il y a des grues, il y a des pelleteuses, des camions, il y a des hommes avec des casques, mais il n'y a pas d'échafaudage. Alors, ça m'a permis, en même temps, c'est assez intéressant pour moi, parce que ça m'a permis d'alimenter une idée que j'avais un petit peu, qu'on met souvent échafaudage et chantier dans le même sac, mais qu'en fait, c'est peut-être deux choses assez différentes. Alors, un autre point un petit peu décevant, c'est la dimension historique, parce que bon, je ne suis pas historienne et j'espérais trouver des tas de travaux sur lesquels je pourrais m'appuyer. Ça n'a pas été tellement le cas, il y en a quelques-uns, mais vraiment assez peu. Alors, il y a beaucoup de travaux sur le chantier, mais qui parlent à nouveau pas tellement d'échafaudage. Et le dernier point assez décevant pour l'instant, c'est le contact avec les entreprises. Donc, j'ai essayé un petit peu d'entrer en contact avec eux, c'est très difficile, ils sont très méfiants, ils me prennent clairement pas du tout au sérieux. Et d'une manière plus générale, en fait, je trouve que hors contexte académique, c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on fait et de rentrer en contact avec les gens. Je trouve ça vraiment pas évident. Alors sur le fond, dans les difficultés que je rencontre, il y a aussi autre chose que j'appellerais la tentation de forcer l'intuition. C'est-à-dire que parfois j'ai une idée d'un truc, j'ai l'impression que ça revient, mais j'arrive parfois pas à savoir si c'est moi qui suis en train de le voir partout et qu'en fait ça n'existe pas vraiment, ou si vraiment il y a quelque chose là-dedans. Je trouve que c'est complexe de savoir évaluer si on est en train de fabriquer un truc de toute pièce ou si c'est vraiment là. La deuxième difficulté, c'est de savoir jongler. Jongler avec tous ces éléments de corpus qui sont très nombreux, très variés, très hétérogènes, et jongler entre différentes disciplines, différents domaines d'études, en sachant que je suis spécialiste d'aucun de ces domaines. La seule chose dans laquelle je commence à être un petit peu spécialiste, c'est les échafaudages. Et donc voilà, ça c'est pas toujours complètement évident. Et pour conclure, je vais revenir au titre de ces interventions qui vous a peut-être paru un petit peu énigmatique. Organiser le tâtonnement, c'est une expression que j'emprunte à Mélisse de Kerangal dans Naissance d'un pont, et qui exprime pour moi la ligne à suivre pour ce travail qui part d'un objet et qui consiste à tâtonner donc autour de cet objet et à devoir organiser ce tâtonnement. Comment faire le tour d'un objet, comment démultiplier les points de vue sans se perdre. Alors on peut utiliser la métaphore du tricot. J'ai parlé au début de tirer des fils. Quand on tire des fils, parfois le fil s'arrête tout de suite, donc il n'y a rien. On pensait qu'il y avait un truc, mais non. Parfois on voit apparaître une grosse pelote. Alors on est content, mais en même temps la grosse pelote, à un moment on se demande jusqu'à quel point il va falloir la dérouler et à quel moment il va falloir s'arrêter, parce que si on en déroule trop, on va encore s'embrouiller. Parfois on tombe sur un nœud et ça bloque. Et il faut arriver à maîtriser tous ces fils pour retricoter autre chose, une trame cohérente autour de cet objet, pour documenter cet objet. Et forcément, on risque de s'en mêler, on risque de perdre des mailles au passage. Et voilà, c'est un peu complexe. En même temps, c'est assez stimulant. Donc, je suis plutôt contente de faire ça. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'accueille à présent Yacine Kébir, donc qui est également doctorant, première année de thèse, aussi à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, sous la direction d'Éric Monin, avec une thèse qui s'intitule « Le béton translucide, technique et procédé de mise en œuvre d'un matériau du XXe siècle ». Je vous laisse la parole. Merci. D'abord, j'aimerais vous présenter rapidement mon sujet de thèse et la période ciblée par cette recherche. Le béton translucide est un procédé qui consiste à enchâsser des pavés de verre dans des poutrelles en béton afin de composer des formes géométriques que l'on retrouve dans des structures telles que les coupoles, les voûtes, les marquises ou simplement des parois ou des planchers.
Il existe une production architecturale très riche allant de 1905, date de parution, date du premier brevet déposé sur cette technique, jusqu'aux années 70, correspondant à la période des Trente Glorieuses, et à l'arrivée des produits plastiques sur le marché de la construction. Cette technique a été inventée dans un contexte particulier de l'histoire de l'architecture, où l'on parlait de l'architecture des fers, de l'architecture des verres et des nouveaux matériaux, du rationalisme porté par l'école des Beaux-Arts de Paris, de l'école centrale et de l'école spécialisée en architecture, du mouvement des Art and Craft qui va encourager les ingénieurs, les architectes, les constructeurs et les artistes à travailler ensemble et expérimenter une nouvelle façon de bâtir, un nouvel art, un art nouveau. Une fois ce contexte identifié, j'ai choisi de prendre pour angle de présentation donc pour cette séance la publicité dont a profité le béton translucide à travers notamment les ouvrages de référence et les revues d'architecture. Et une revue en particulier va produire de manière intensive les publicités sur le béton translucide. Cette revue, c'est Architecture d'aujourd'hui. Donc en feuilletant ces périodiques, une publicité a attiré mon attention, non seulement pour sa qualité graphique, mais aussi pour les niveaux de lecture auxquels elle renvoie. Ici, l'une des affiches de la 7e exposition de l'habitation, tenue au Grand Palais à Paris en 1951. On y voit, donc en bas de la page, on y voit le stand de la revue réalisée par son rédacteur en chef Alexandre Persids, exclusivement réservé au pavé de verre. Alors je me suis demandé pourquoi une revue d'architecture prend un produit manufacturé et on fait les éloges dans les grands salons regroupant les professionnels des métiers de la construction, et pourquoi les grands noms de l'architecture de cette époque s'y sont associés. L'architecte André Bruyère, qui sera jusqu'en 1975 parmi les rédacteurs de cette revue, à titre d'exemple, concevra l'aménagement, donc c'est le plan que vous voyez en haut de la page, concevra le plan d'aménagement de l'exposition, alors que le graphiste, le célèbre graphiste et architecte Pierre Faucheux réalisera la couverture de l'expo, donc en haut à gauche, en faisant une référence évidente à la composition géométrique du béton translucide. À partir de là, toutes les publicités que j'ai pu observer n'étaient plus anodines, et c'est parfois intéressant de voir comment la revue Architecture d'aujourd'hui associe des produits et des marques autour du béton translucide, un peu comme une sorte d'étendard sur lequel on vient faire la publicité d'autres produits tout aussi prestigieux. Ce qui s'apparente ici à une publicité pour les stores Sol Air Kirsch des établissements Fouas renvoie en arrière-plan une sorte de codification de l'image où l'on s'aperçoit finalement qu'il s'agit des bureaux des établissements d'Indeleu. Un certain nombre d'objets sont déposés ici et là dans l'espace et une mention est rédigée en dessous de l'image rappelant le procédé béton translucide et surtout d'Indeleu. Architecture d'aujourd'hui se joue sur la perception de l'objet, presque sa banalisation. Sur la table, on voit un pavé de verre transformé en cendrier. Une barrette sert quant à elle à maintenir la pile de dossiers, alors que la table d'architecture montre le dessin d'une coupole en projet. On retrouve ce genre de représentation soit par le rappel à l'objet ou bien par la connivence ou le lien commercial que peut entretenir la revue, soit avec le constructeur d'Indeleu, soit avec les autres produits en lien ou en concurrence avec le béton translucide. Dans un autre registre, on va venir travailler sur l'environnement de la publicité et créer une sorte de résonance avec le procédé. L'agencement et la disposition des objets permet en effet d'associer les deux marques ou d'autres marques. Ici, avec un petit fauteuil et un angle de vue symétrique et presque identique, l'entreprise d'Indeleu relie quelque part son influence à celle des établissements Cordoual qui sont spécialisés dans la confection des matières plastiques. Dans cette publicité, ce qui attire le regard, c'est non seulement le mobilier qui est mis en perspective sous une belle coupole, mais plutôt l'inscription « Galerie émaillie ».
et le nom des créateurs. Cette image est forte en référence et introduit finalement l'essentiel du béton translucide, son impact sur l'art de bâtir. André Bloch, qui est le créateur de la revue et du groupe Espace, qui va regrouper nombre d'architectes et artistes, dont Audrey Bruyère et Jean Prouvé, se retrouvent ici pour associer leur nom à ce procédé à travers le design du mobilier de bureau qui a fait la renommée des galeries émaillies. Lorsqu'on s'intéresse à cette technique, on est forcément au fait des problématiques rencontrées par le procédé, que ce soit lors de la pose ou sur toute sa période de vie. Et il est parfois intéressant et amusant de voir comment la revue fabrique un contre-argument sur le problème de l'étanchéité des structures en béton translucide qui a été récurrent sur beaucoup de projets. Ici, on pousse l'image à l'extrême pour associer finalement l'image d'une coupole à des entreprises leaders de l'imperméabilisation des toitures, de la fabrication des peintures étanches, mais aussi avec un trait d'humour, les manteaux pour la pluie de l'entreprise Rivolia. De nouveau, le béton translucide apparaît dans cette publicité et puis mis en perspective dans une succursale du fabricant de voitures Berlier, actuel Renault. Il y a en effet, lorsqu'on parcourt les revues spécialisées, la volonté ou quelque part le prestige d'associer des grandes marques d'industriels et des fabricants ou constructeurs du béton translucide comme Daindeleu, Dardenne ou Divande pour en faire la promotion. La revue met ici en parallèle la persistance du procédé avec la bonne santé du secteur de l'automobile et de l'industrie des produits bitumineux, très utilisés dans l'isolation des parois en pavé de verre, par exemple, ou des coupoles. La symbolique est également présente dans le montage de la publicité. Le béton translucide est présenté comme un nouveau matériau, un matériau de reconstruction mis en avant par les projets de réhabilitation du Havre, portés notamment par les ateliers d'Auguste Perret et Raymond Odigier. La reconstruction de la tuilerie des Moreaux en 1948, complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, est ici une symbolique forte de cette période de la fracture architecturale et industrielle. Le béton translucide s'invite également dans les assiettes, avec cette publicité de la grande brasserie La Maxéville, donc lieu mythique de Paris, du Paris des années 30 et 40. Ici, on voit la devanture du magasin, habillée d'un mur de briques en verre, laissant transparaître la lumière, alors qu'en bas de page, un peu comme un produit complémentaire, censé vitrifier les parquets et obtenir un effet presque identique au verre, la publicité pour les revêtements parquet soleil. La publicité faite pour les expositions internationales, qu'elles soient sur l'habitation ou les arts décoratifs, a souvent mis en avant la présence et le produit star qu'est le verre. La tour de verre qu'ont présenté les glaceries Saint-Gobain pour l'exposition des arts ménagers de 52 et conçue par l'architecte Sanrel est un exemple parmi d'autres. Ici, l'idée c'est de démontrer les différents champs d'application du béton translucide avec notamment la construction d'une salle de bain entièrement revêtue de pavés de verre lors du 26e Salon des artistes décorateurs. Enfin, et dans le même registre, la promotion des accessoires et outils de confection de verre par les fabricants de l'époque, présentés entre autres à la Foire de Paris de 1921 et de 1924 par les établissements réputés tels que Colsingo, Adler ou Simon Vert. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Nous allons poursuivre avec l'intervention de Nadia Rouissem-Labier, qui est en première année de thèse à l'École nationale d'architecture de Paris-La Villette, laboratoire ATEP, sous la direction de Christian Pédéléor, avec une thèse qui s'intitule « Les expérimentations de logements sociaux en terre crue au Maroc dans les années 1960 ». Je vous laisse la parole. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Mon sujet de thèse s'intitule « Les expérimentations de logements sociaux en terre crue au Maroc dans les années 60 ». D'abord, j'aurai une démarche historique pour contextualiser le sujet.
Dans les années 60, le contexte architectural est marqué par le déclin du mouvement moderne en architecture et les décolonisations qui favorisent la remise en cause des modèles occidentaux et un retour vers le vernaculaire à travers la recherche de nouveaux modèles dans les pays du Sud, donc à travers les typologies et les matériaux. La terre crue est un matériau naturel issu du vernaculaire, donc d'où l'intérêt pour la terre à cette période-là. Donc, en ce qui concerne l'histoire de l'architecture en terre, il n'y a pas vraiment d'ouvrage qui récapitule l'histoire de cette architecture moderne. Comme point de départ, donc j'ai pris le premier ouvrage du cratère, publié en 1975. Donc le cratère, c'est le centre de recherche et d'application de la Terre qui se trouve à Grenoble. Il a recensé toutes les publications, enfin c'est pas exhaustif, mais c'est un point de départ. Donc sur les publications sur la construction en terre et la recherche sur la Terre à cette période. Donc c'est en 45 et 74. Il y a 149 titres et sur les 149, il y en a 22 qui concernent le Maroc et on voit que la plupart des ouvrages concernent l'Afrique. Donc il y a eu 3 réalisations de logements économiques en terre au Maroc entre 62 et 69. En 62, 2750 logements en briques de terre à Marrakech par l'ingénieur français Alain Masson qui dirige le service des travaux publics à Marrakech à cette époque. En 67, Alain Masson collabore avec l'architecte belge Jean Hensens pour réaliser 200 logements en pisé à Ouarzazate. Et en 69, cette équipe, dirigée par Alain Masson, réalise 400 logements en briques de terre à Berkane, dans le nord-est du Maroc. Donc ces 3 cas d'études peuvent être schématisés selon plusieurs thématiques. Donc il y a l'intérêt du vernaculaire qui questionne la position de l'architecte, la dimension postcoloniale puisque ce sont des étrangers qui réinventent un savoir-faire précolonial, et aussi la monographie des projets qui fait apparaître une modernisation des techniques traditionnelles de construction en terre. Enfin, la question de la réception. Donc, ces projets n'ont pas été poursuivis. Les expérimentations n'ont jamais eu cette ampleur par la suite au Maroc. Et par contre, elles ont été largement publiées par les ouvrages du cratère et de Jean de Thiers. Et les archives de ces projets, pour l'instant, localisées en France et en Belgique et pas encore au Maroc. Donc, une des sources principales de mon travail, c'est les archives de Jean Hensens à la faculté de la Cambre. Donc, dans ces archives, j'ai pu retrouver une photo de la presse qui a servi à la fabrication des briques de terre à Marrakech. C'est la presse Sinvaram qui a été mise au point en Colombie par l'ONU et fabriquée en France. Et donc importée pour le projet de Marrakech et utilisée là-bas en 62 pour la première fois. L'expérience de Ouarzazate est par contre directement inspirée de la technique traditionnelle de construction en terre au Maroc qui est le pisé. Par contre, les coffrages ont été modernisés. Dans la technique traditionnelle, ce sont des coffrages en bois qui sont remplis et déplacés pour l'exécution d'un mur. Donc ça demande beaucoup de temps. Et pour ce projet-là, les coffrages métalliques ont été réalisés à Casablanca. Et une fois le montage réalisé le matin, le remplissage et le compactage pneumatique prennent le reste de la journée et le moule est démonté le lendemain. Donc le séchage se fait la nuit et il y a un gain de temps très important puisque une maison est réalisée en 24 heures. Donc pour la question de la réception, dans la revue marocaine A+U, revue africaine d'architecture et d'urbanisme, qui est une revue biannuelle publiée au Maroc entre 64 et 67, dans le numéro 2, il y a un article sur le projet de Marrakech. Mais cet article met en valeur uniquement l'industrialisation du chantier et la préfabrication d'éléments en béton.
Il n'y a pas du tout de mise en valeur de la terre ou du procédé de construction en terre. Ici, on voit une carte des déplacements des étudiants du cratère qui sont à l'origine de la création de ce centre de recherche. En 1973, ils font un voyage dans lequel ils rencontrent les principaux acteurs de l'architecture en terre dans le monde. Et donc ici, on voit qu'ils ont rencontré plusieurs personnes en Afrique. Donc en tout, 7 pays africains visités sur les 10 qu'ils ont visités en tout. Donc c'est en Afrique qu'à cette période-là, on va rechercher le savoir sur la terre et la modernisation de ces techniques de mise en œuvre. L'auteur qui a le plus écrit sur l'histoire de l'architecture moderne en terre au Maroc, c'est Jean de Thiers, qui est un architecte et urbaniste belge. Il a travaillé au Maroc à la fin des années 60, où il a travaillé avec Alain Masson et Jean Hensens, les auteurs des projets qu'on a vus. Et en 81, il organise au Centre Pompidou la célèbre exposition des architectures de terre, qui va marquer un tournant important dans l'histoire de ce matériau en France. Cette exposition est accompagnée de plusieurs conférences données par des acteurs importants de l'architecture en terre dans le monde à cette époque. Et Jean de Thiers invite Jean Hensens et Alain Masson à présenter leurs expériences au Maroc. Donc on peut parler ici de transfert de savoir du sud vers le nord. Et enfin, donc, le dernier point sera l'analyse des pratiques d'appropriation habitante. Ici, on voit la photo du projet de Marrakech à son achèvement en 62, donc publié par l'Architecture d'aujourd'hui en 72. Et à droite, la photo de l'état actuel du projet en 2017. Donc on voit que les bâtiments ont été surélevés par les habitants et pas du tout en terre. Ils ont tous été surélevés en ciment. Donc la question de l'autoconstruction qui se fait toujours avec des matériaux disponibles. Et donc à ce moment-là, le plus accessible pour ces habitants, c'est le parpaing de ciment. Donc ce sujet aborde plusieurs thématiques. Le militantisme des concepteurs, surtout dans le contexte qu'on a vu dans les années 60. La question de l'autoconstruction, le rôle de l'architecte et le rôle social de l'architecte. L'histoire des techniques et leur transfert et leur modernisation. Les transferts culturels entre plusieurs pays à plusieurs périodes et plusieurs aires géographiques. Et la dimension post-coloniale, puisque ce sont donc des architectes qui étaient au départ colonisateurs, qui sont finalement rapportent un savoir précolonial et la construction moderne avec un matériau traditionnel. Et merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Nous allons maintenant donc accueillir Mélina Ramondan pour la dernière présentation de cette session Panorama. Donc elle est doctorante également en première année à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, sous la direction de Catherine Momy, avec une thèse qui s'intitule « Entre invention et appropriation du réel, la fonction utopique dans les trajectoires de Paul-Jacques Griot, Jean-Louis Rey-Dichanéac et Pascal Wasserman ». Je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous et toutes. Ce qui est particulièrement saisissant lorsque l'on examine la production des architectes qui se sont revendiqués comme prospectifs dès la fin des années 60, c'est la force avec laquelle leurs dessins et représentations ont marqué l'imaginaire collectif. Ils viennent spontanément à l'esprit lorsque l'on pense science-fiction. De la même manière que cette dernière projette la science dans le futur, la notion d'architecture-fiction pourrait nous permettre de saisir une architecture à la recherche de son avenir dans le tournant des années 60. La fiction est considérée par les sciences dures comme une hypothèse qui permet l'élaboration d'un raisonnement. De façon symétrique, on supposera ici que le recours à la fiction a permis aux architectes de remettre en projet le réel après la crise de la modernité architecturale.
Dans ce format qui doit faire la part belle aux images, nous examinerons des représentations issues d'un fascicule promotionnel de 72 sur le projet des dos mobiles de Pascal Ozerman et Patrick Lemerdy. Ce document s'ouvre sur la représentation d'un paysage de montagne luxuriant et grandiose, un apic. En arrière-plan, mais en position centrale, l'œil distingue une curieuse grappe entre forme organique et construction primitive, nichée dans le relief. L'architecture disparaît dans son milieu. Projet et site ne font qu'un. L'influence de la pensée environnementaliste est manifeste. Le dessin ne se veut pas réaliste et paradoxalement, il donne l'idée d'un croquis de l'existant, pris sur le vif. Cet effet de réel est renforcé par le renversement de l'argumentaire classique d'un dossier de candidature d'architecte que l'insertion paysagère vient d'ordinaire clore en pièce maîtresse. Là, le projet est posé d'emblée dans une première mise en scène qui brouille les frontières entre le réel et l'imaginaire. Cette deuxième planche montre les éléments du projet modulaire et le respect des codes du dessin technique et les informations de dimension, de volume et de surface lui confèrent un caractère de descriptif quantitatif qui concourt à son réalisme. En employant le terme de catalogue, les architectes évoquent naturellement la vente par correspondance d'éléments de prêt à habiter. Ils s'inscrivent dans la filiation d'une architecture de consommation pour le plus grand nombre, qu'ils défendaient déjà au début des années 60. Mais ils vont au-delà. Leur démarche fait écho à l'idéal de partage des connaissances incarné dans le Waller's Catalogue, répertoire d'outils et de techniques mis à la portée de tous et symbole de la contre-culture américaine. De la même manière, avec ce document, les architectes mettent leur travail à disposition. Ils adoptent une posture de médiateur plutôt que celui d'auteur ou d'expert. Les éléments du catalogue sont ensuite mis en scène dans cette composition qui reprend les codes en plan masse tout en refusant d'en être un. L'objectif de cette image est de démontrer les différentes possibilités d'articulation des espaces permises par le système proposé. Au lieu de se lancer dans un arbre de probabilité pour montrer l'éventail des possibilités permises, à la manière d'un Yona Friedman par exemple, Ozerman et Lemerdy font le choix de ne présenter qu'un seul plan. Ils offrent une liberté totale à l'habitant. Leur projet se donne comme un exemple et pas comme un modèle. Et la force de cet exemple est de saisir parfaitement une des grandes problématiques de l'époque. Comment penser une architecture pour l'individu ? Ici, cette réflexion se traduit par un élément omniprésent, la liaison, qu'on voit ici, par exemple. Cet élément porte en lui la dimension évolutive du plan, en même temps qu'il est un espace indéterminé, offert à la libre appropriation, et il assure la transition entre l'espace personnel et l'espace collectif. L'utilisation de l'axonométrie éclatée, d'ordinaire apanage du dessin technique et outil relativement récent des architectes, brouille les frontières entre l'architecture, l'objet, le meuble, le vaisseau spatial, qui est alors la machine habitée qui imprègne totalement l'imaginaire de l'époque. Cette représentation permet de montrer un espace meublé et personnalisé sans passer par la coupe savante, dont on a vu de nombreux exemples ce matin. En reprenant les codes de la BD, des comics populaires, cet intérieur se pense comme un décor. La présence d'un téléviseur Philips TF1 170, qu'on voit ici, n'est pas anodine. L'esprit établit spontanément une comparaison entre cet objet iconique du design des années 70 et la domobile, sur la base de leur point commun fondamental, leur mobilité. La planche suivante donne des indications techniques de montage. Elle se porte encore une fois caution du réalisme de la proposition. On entre dans la dimension constructive, mais le dessin de ces détails techniques n'est pas tracé aux instruments. Il reste à la main, aussi entre le schéma et le croquis. On peut supposer que c'est une manière de mettre en scène la réflexion, d'en donner à voir l'aspect artisanal et la dimension de bricolage. L'assemblage est extrêmement simple. Il est pensé dans une logique de démocratisation des outils à l'intention de non-spécialistes. La légèreté du système d'ancrage garantit une implantation respectueuse dans le site et la réversibilité de l'installation. Quelques indications de dimensionnement et termes techniques se donnent encore pour gage de la faisabilité du montage. Le contexte est absent, précisément parce que la domobile doit pouvoir se fixer partout. Le prospectus en fait la démonstration en la mettant en situation au fil des pages. En site naturel, comme en première page, puis sur un plan masse qui évoquait tout à l'heure le pavillon individuel, jusqu'à son insertion dans une mégastructure. Cet archétype architectural est mis en jeu dans de nombreux projets théoriques, largement publiés et diffusés, et prégnants dans la culture architecturale de l'époque. Il est repris dans la culture populaire et les ouvrages de science-fiction, et incarne dans les esprits le futur urbain à l'horizon de l'an 2000.
L'allusion à cet archétype ancre la proposition dans l'imaginaire collectif, fusionné entre culture savante et culture pop. La structure permet l'autodétermination du développement urbain. Chaque habitant propriétaire d'une domobile peut s'implanter librement sur la structure à la seule condition d'obtenir l'accord des habitants déjà en place. Le système doit se substituer à l'administration, très critiquée par les architectes, accusés de tuer l'initiative, l'invention, la liberté, par des outils de planification de masse rigides et inadaptés à l'individu. Sur l'image, la structure se fait fine et légère, support discret de la vie, de la rencontre et de l'événement. Un simple changement d'échelle permet de passer de la mégastructure à l'élément de design, car tout est architecture. Ozerman et Le Merdi font de l'affirmation de Hansolijn leur postulat de travail. Ces objets prennent des formes courbes et se font le support d'autres usages dans une logique d'ergonomie. On peut y voir un designer à la recherche d'un vocabulaire propre à cette architecture qui se veut au plus près de l'homme. Ces détails d'aménagement intérieur, par leur caractère très concret, se donnent pour réalistes et par une sorte de métonymie, ils concrétisent l'ensemble du projet. La fabrication des domobiles est enfin mise en scène comme un processus qui tiendrait plus d'un travail artisanal que d'une réelle production en série. On ne nous propose pas la vision d'une vaste usine, mais quelques éléments de décor nous font penser à un atelier. Le choix de ne pas montrer l'industrialisation, alors même que le principe de ces cellules standards est d'être fabriquées en série, sous-entend qu'on peut produire un modèle unique, individualisé. C'est une lecture des réflexions sur l'objet personnalisé de Jean Baudrillard, en même temps qu'une mise en scène de l'architecture industrialisée poétisée, voulue par Jean-Louis Chanéac. Le prospectus se clôt sur l'image d'un chantier qui n'en est pas un, où un véhicule proche d'une dépanneuse livre les éléments sur le site. Elle esquisse la possibilité d'une architecture légère, nécessitant peu de moyens, et dont l'habitant maîtrise tout le processus. Le contexte, vierge de toute construction, nous renvoie à la première image et le récit se reboucle. Les observateurs auront noté que nulle mention n'est faite du prix d'une domobile, à aucun moment. Au-delà de vendre un produit, ce feuillet raconte une démarche de recherche architecturale aux prises avec les enjeux de son époque. Au-delà de la question du logement, ces architectes cherchent dans les innovations techniques les moyens de penser l'habitat, penser l'individu dans sa singularité, dans ses relations avec son environnement social et son environnement naturel. Leur démarche repose sur 3 leviers. La mise en question d'un réel, soit sa problématisation en creux, qui est lisible dans leur tentative d'apporter une réponse spatiale à un faisceau de questionnements contemporains. Cette mise en question permet le passage d'une représentation du réel, donc sa lecture finalement, dans une posture d'observateur, à une vision du réel qui relève de la stratégie et qui implique l'action d'un acteur. Le second levier est la mise en scène d'un réel, c'est-à-dire sa description réaliste qui mobilise des effets de réel et s'appuie notamment sur un solide système de référence, comme on l'a vu. Cette mise en scène assure le passage d'une image à un imaginaire collectif. Enfin, la mise en récit d'un réel, soit sa communication dans le sens d'un argumentaire de projet. Ici, la structure narrative du prospectus suit un déroulé argumentaire et supporte le passage du projet à la fiction. Le choc pétrolier de 1974 met un terme au rêve de l'architecture plastique, mais les questions que ce projet soulevait restent particulièrement intéressantes à examiner aujourd'hui pour saisir cette époque. Tout l'enjeu sera de resituer ce projet dans la trajectoire des architectes qui l'ont produit et de mettre les hypothèses qu'il nous a permis de construire à l'épreuve d'un corpus plus large. Merci. Merci pour cette présentation. J'invite les autres doctorants qui ont présenté dans la deuxième partie de la session Panorama à nous rejoindre pour la session de questions. Donc, comme vous l'aurez sûrement remarqué, la première partie de la session Panorama balayait plusieurs siècles, puisqu'on a été du XIVe au XVIIIe siècle. Là, pour cette deuxième partie de la session Panorama, on était quand même sur des époques plus récentes, le XXe siècle, voire avec des éclairages historiques. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ?
c'est bon, il fallait juste le chauffer. Oui, la fatidique question des questions. Moi, j'ai été assez intéressé par une sorte de, comment dire, de trait d'union sous-jacent à toutes les interventions, qui est en fait le lien qui existe entre des choses extrêmement matérielles qui tiennent à des produits de construction fabriqués en série ou des fantasmes d'industrialisation comme ici ou des techniques traditionnelles. Et puis finalement la manière dont dont vous, tous les quatre, dont vous les interrogez à la lumière de l'imaginaire, de l'appropriation, d'une sorte d'imaginaire qui tantôt est celui, donc, vous évoquez à l'instant Baudrillard, il y a effectivement quelque chose de la fascination, de l'appropriation des objets, ou au contraire un imaginaire, enfin la manière dont le monde artistique, l'imaginaire artistique se saisit d'objets extrêmement concrets comme l'échafaudage. Et effectivement, je me demandais, disons, si ces deux, comment dire, ce lien entre une approche extrêmement matérielle et en même temps une approche extrêmement culturelle, enfin, comment vous abordiez ça dans vos recherches respectives? C'est pas une question facile, hein. Alors, je vais essayer d'amorcer une réponse qui ne sera pas forcément... mais je pense que c'est... Enfin, pour en tout cas, pour parler de mon travail, je pense que c'est au cœur du sujet. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que ces objets qui sont justement très concrets et qu'on essaye de matérialiser, de dimensionner, de produire en série, portent en fait, au-delà de simplement être des objets qui peuvent être produits et réalisés rapidement, ils portent une conception et un positionnement intellectuel de ces architectes et ils sont inscrits dans un imaginaire qui les dépasse complètement. Donc, pour moi, oui, votre question, elle est centrale. Après, j'ai pas forcément plus d'éléments. Effectivement, enfin, en ce qui me concerne, au départ, moi, je m'intéresse aux échafaudages depuis très longtemps. Et c'est vrai que quand j'en parlais, je me suis rendu compte que bon, parfois, les gens disaient les échafaudages, quoi ? Mais beaucoup de gens, et pas du tout spécialement architectes, ni dans ces milieux-là, me disaient « Ah oui, les échafaudages, quand j'en vois un, j'ai envie de monter dessus. » Enfin, je voyais que ça déclenchait quelque chose. Et peut-être ça m'a inspirée aussi pour partir comme ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas très facile comme question. Oui. Alors, oui, effectivement. Peut-être c'est enfin, en tout cas pour moi, c'est un mode peut-être de fonctionnement plus général. Peut-être aussi que, en ce qui me concerne, avant de démarrer ce travail-là, j'ai fait un master en arts plastiques. Donc en fait, j'ai commencé à travailler via le biais des arts plastiques. Je pense que ça se voyait parce que c'est ce que j'ai le plus pour l'instant comme élément de corpus. Et en art plastique, je pense que le travail, il est... enfin, pour ce que j'ai vu des autres sujets de recherche l'année dernière, il mêle comme ça des éléments d'imagination, de représentation avec des objets, peut-être plus que... Enfin, je ne peux pas parler en fait forcément de l'histoire ou de l'histoire-architecture parce que finalement, je ne suis pas historienne de l'architecture. Donc,
Non, mais par contre, c'est peut-être difficile de faire des comparaisons alors que je ne maîtrise pas bien. Voilà. Alors pour ma part, la difficulté actuelle, c'est de trouver un rattachement historique finalement à ce procédé béton translucide. On a une représentation de la coupole qui nous renvoie un peu à une architecture religieuse, ce qu'on retrouve dans les vitraux ou même les coupoles dans les églises. Et quand on s'intéresse finalement à la fenêtre et aux détails qui résultent finalement de la forme du pavé, on pourrait se poser la question du fenestrage et puis du claustrat romain. Donc voilà, donc pour ma part, il y a aussi une référence au mocharabier, donc de l'architecture des morts et tout ça. Et c'est essayer de réconcilier toutes ces références historiques. C'est un peu une problématique voilà, que j'ai actuellement et qu'il faudrait que j'arrive à résoudre assez rapidement pour entamer mon sujet. En ce qui concerne l'architecture en terre, donc ça fait partie de mes hypothèses que ce matériau représenterait une identité culturelle pour un pays. Mais c'est à vérifier parce que même si pour les Européens, il y a toute l'idéologie de l'époque de dire que ça représente l'identité culturelle et un savoir-faire traditionnel, mais je pense que localement, c'est pas tout à fait le cas. Donc cette question de la culture varie justement selon l'ère géographique et aussi selon les périodes à partir desquelles on considère la construction en terre. Alors je crois que nous avons une autre question. Oui, j'avais une première question pour Juliette Pernin. Je m'en voudrais lui donner la balle de trop qui, dans son entreprise de jonglage, lui ferait tout tomber. Mais est-ce que vous connaissez les reportages photographiques assez nombreux qui existent sur les gros chantiers de la fin du 19e ou début 20e siècle, notamment, je pense à l'Opéra de Paris, au Sacré-Cœur, à Bordeaux, avec donc Chevaujon et Durandel ou Terperoux à Bordeaux, sur ces énormes chantiers où on a des échafaudages mais monstrueux, avec des masses de charpenterie absolument considérables qui valent peut-être 2 ou 3 fois la construction elle-même et qui sont vraiment très spectaculaires. Je ne sais pas si vous connaissez ces corpus-là. Alors, je ne peux pas dire que je les connaisse bien. Je sais que ça existe notamment avec... je connais les photographies de Durandel du chantier de la Tour Eiffel. Mais je ne connais pas très très bien. Je suis partie un peu dans toutes les directions en regardant un petit peu tout. J'ai commencé à en explorer un peu plus certaines. C'est ce que je disais aussi quand je disais que j'avais été un peu déçue de voir que finalement, sur le plan historique, il n'y avait pas énormément de choses. J'espérais trouver des historiens qui avaient déjà travaillé sur les périodes antérieures pour pouvoir prolonger leurs travaux. Enfin, mais voilà, c'est là, pour l'instant, il y a des tas avec plein de trucs, c'est dedans. Je ne sais pas si je vais creuser par là ou pas, parce qu'après, il y a aussi un enjeu de durée et de ce qui est faisable dans le temps que j'ai devant moi. Donc voilà. J'avais une deuxième question pour Yacine Kébir, sur cette question du béton translucide, et aussi les prédécesseurs. Donc, dans l'entre-deux-guerres, il y a aussi beaucoup de choses. On en a vu un petit peu quelques exemples, avec notamment ces pavés ronds, cylindriques. Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est le nombre, par exemple, d'auvents qui sont construits avec le système de béton translucide, alors que ces auvents sont extérieurs, ils n'ont aucune justification en termes d'apport de lumière, mais il y a l'effet de mode du béton translucide qui est là tellement fort qu'on a aussi cet élément-là qui peut arriver en dehors de toute contrainte. Effectivement, la question des auvents, et je parlais dans une des affiches que j'ai présentées, j'ai mis en perspective une assiette avec un pavé de verre, un peu comme un dessert. C'était pour faire une référence justement à tous ces restaurants, ces brasseries qui jonchaient un peu les rues parisiennes et qui avaient décidé effectivement à un certain temps de l'histoire de faire des auvents tout le long de... Alors c'est peut-être une extension de la façade, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Mais bon, il y aura un moment effectivement où je vais creuser un peu cette question, mais pour l'instant, je suis au stade de la réflexion, on va dire.
J'ai une question pour tous les intervenants. Où situez-vous la main-d'œuvre dans vos sujets de recherche? C'est un aspect de la construction et l'architecture qui est souvent effacé par les architectes, par les historiens, parce qu'elle est très facile à oublier. Tous vos sujets traitent d'une certaine manière ou d'une autre d'une main-d'œuvre, d'un travail, de certaines connaissances qui évoluent et aussi lié à cela une question politique, une question sociale et politique à propos du rôle de l'ouvrier et de ses connaissances dans la production des choses dont vous traitez. Pour mon sujet, la main-d'œuvre représente une partie importante. Là, j'ai pas du tout eu le temps d'en parler en 10 minutes, c'est pas possible. Mais pour les 3 projets que j'ai présentés, ils ont utilisé une main-d'œuvre qui était issue d'un programme national qui s'appelait la Promotion nationale, qui a été créé au Maroc en 61 pour employer des chômeurs. Et donc l'une des raisons du choix de la brique de terre pour le premier projet, c'est que c'était facile à mettre en œuvre par des gens qui n'étaient pas qualifiés, avec juste les presses comme celles que j'ai montrées. Donc je pense que ça fait partie de l'idéologie de l'époque, aussi de devoir utiliser la main-d'œuvre, parce que la terre, c'est un peu le matériau de l'autonomie de la population. Donc ça, effectivement, ça représente une partie importante pour moi. En ce qui me concerne, j'ai montré une image tout à l'heure sur l'utilisation de l'échafaudage pour mettre en scène le travail des ouvriers. C'était un petit exemple, mais il y en a énormément en fait. Et j'avais comme projet d'essayer, dans ces contacts avec les entreprises, de discuter aussi avec des monteurs d'échafaudage. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que comme je vous ai dit, c'est pas très évident, mais enfin j'ai encore un peu de temps pour le faire. Donc, et une autre chose peut-être intéressante aussi, c'est par le biais des architectes qui construisent des choses éphémères avec les échafaudages. Alors vous connaissez peut-être les collectifs Exist ou Yes We Camp, qui sont assez à la mode en ce moment, et qui, eux, quand ils construisent avec ces échafaudages, utilisent une main-d'œuvre bénévole et non professionnelle. Donc, Yes We Camp est sur le point de construire quelque chose à Roubaix, près de Lille. Donc, j'avais l'intention, avec notamment les étudiants de l'école d'architecture de Lille. Je vais aller aussi sur le chantier, essayer de participer à ça. Alors, c'est un autre type de main-d'œuvre, mais c'est aussi en lien peut-être avec votre question. Voilà. Alors concernant le béton translucide, la question de la main-d'œuvre est très, très importante puisqu'elle est spécifique à ces produits verriers qui avaient apparu en 1905 jusqu'aux années 50. J'ai parlé tout à l'heure de Dindeleu fabriquait des pavés géométriques, donc il y avait différentes formes de pavés. Donc la main-d'œuvre qui était censée réaliser ces coupoles ou ces voûtes était de ce fait spécialisée et puis formée pour cet aspect-là. Vous n'allez pas trouver ce genre de considération chez un autre constructeur comme l'était Le Forestier ou Divan, qui construisait tout simplement des parois verticales ou même des planchers translucides. Là, la main-d'œuvre elle est moins spécifique, mais sur certaines réalisations, effectivement, cette question se pose. Et en écoutant Yacine, d'ailleurs, juste pour prolonger ce que je disais, dans le fait qu'on puisse monter des échafaudages avec un public bénévole et qui n'est pas particulièrement formé, en fait, les premiers échafaudages métalliques qui se montaient avec des tubes et des colliers nécessitaient une main-d'œuvre très spécialisée, très formée, et beaucoup de temps parce qu'il fallait caler chaque collier pour caler chaque horizontale. Et l'évolution des systèmes d'accroche fait que maintenant, effectivement, n'importe qui peut, enfin en théorie, n'importe qui peut monter un échafaudage avec des systèmes beaucoup plus simples, donc une main-d'œuvre moins qualifiée et aussi un gain de temps. Voilà.
Dans le cas du corpus que j'interroge, j'évoquais tout à l'heure Jean-Louis Chanéac, quand il parle d'architecture industrialisée, poétisée, il imagine qu'on va revenir à des ouvriers poètes qui détiendront un savoir-faire entre l'artisan et puis la maîtrise quand même technologique d'un processus assez complexe. Donc oui, c'est aussi au cœur de leur réflexion. Et puis pour ce qui concerne Ozerman et Claude Costi-Ozerman, ils ont quand même accompagné aussi énormément de chantiers d'autoconstruction. Ils ont eux-mêmes autoconstruit à plusieurs reprises. Et donc c'est vraiment l'idée que finalement les habitants puissent déterminer leur habitat et construire leur maison eux-mêmes et leur donner ces outils-là pour qu'ils puissent le faire. Donc finalement, sortir de l'industrialisation et puis de l'ouvrier spécialisé et monotâche et penser dans une logique globale la production de l'habitat. Non, en fait, moi, je travaille vraiment sur l'architecture moderne nantaire et pas trop sur le vernaculaire. Et mon sujet est vraiment limité aux années 60 parce que justement, à partir de la fin des années 70, les enjeux changent complètement et c'est plus l'idéologie de l'autonomie et de l'aide du tiers-monde, ça devient l'écologie. Et maintenant, il y a des architectes stars qui construisent en terre et par exemple, le pavillon du Maroc à Milan, il n'y a pas longtemps, a été construit en terre aussi, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait, mon sujet de travail. Donc, j'ai pas regardé ce sujet-là. Mais il y a énormément de projets en terre en ce moment et ça devient même la littérature sur la terre est vraiment très importante. C'est pour ça que je suis revenue à une période qui n'est pas du tout connue de ce matériau. À partir de la fondation du cratère, en fait, ça a complètement explosé. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je propose qu'on fasse une pause avant la session déclic. 20 minutes maximum. Merci.